L'un des messages que vous souhaitez porter touche aux carrières courtes. Et si j'ai bien compris, vous êtes venu nous dire les carrières courtes, ça n'est pas un privilège, c'est une nécessité. Et vous allez nous expliquer ça notamment. C'est parti. Bien, merci. En tout cas, effectivement, les deux reportages me parlent, puisque je connais en plus les personnes. Juste un premier chiffre, parce qu'il faut en donner quand même souvent. L'armée de terre, depuis le 1er janvier, c'est 79 nouveaux blessés au combat. Alors, je vais élargir un petit peu votre question. Mon but, de ce que vous m'avez demandé, c'est de présenter un peu l'ADN de l'armée de terre. C'est quoi une armée de terre aujourd'hui? Mais ce que je dis, mes camarades autres DRH diraient la même chose. Effectivement, c'est une armée, l'armée française aujourd'hui, selon ces armées, c'est plusieurs critères. D'abord, c'est un métier de jeunes, il faut bien le comprendre comme ça, un métier total, avec un engagement réel, et puis c'est un métier totalement à part. Donc je vais reprendre ces 3 points-là pour vous décrire un petit peu notre armée de terre. Un ordre de grandeur, moi je gère à peu près 130 000 terriens. La moyenne d'âge, c'est 33 ans, ça rejoint bien ce que je vous ai dit. Nos militaires d'Iran, 27 ans de moyenne d'âge, donc une armée très jeune. C'est pour nous une grande force, une grande fierté par rapport aux autres armées de terre européennes qui sont souvent beaucoup plus âgées et qui ont du mal à recruter. Pour l'instant, aujourd'hui, sans fanfaronnade bien sûr, parce que c'est un métier qui est très compliqué de recruter aujourd'hui. On a réussi en 3 ans à recruter 46 000 personnes, ce qui est quand même un chiffre assez remarquable. Et on a recruté les hommes et les femmes que l'on souhaitait avoir, avec un taux de sélection qui est tout à fait satisfaisant. Alors cet impératif de jeunesse, il est évident, vous l'avez bien compris, c'est pour les opérations. Aujourd'hui, l'armée de terre, cette année, en gros, c'est 10 000 hommes sur le sol national, l'opération Sentinelle, et à peu près 10 000 hommes en opération extérieure. Donc à peu près 20 000 personnes sur une force opérationnelle terrestre qui est de l'ordre de 77 000 hommes. Donc je ne vais pas insister beaucoup plus sur le besoin de jeunesse. La jeunesse, c'est l'aguerrissement, mais c'est aussi un besoin de formation, c'est un besoin de turnover, et ça rejoint ce que vous me disiez sur les carrières courtes qui sont pour nous une nécessité, une obligation. Donc c'est un métier vraiment tout à fait à part. Un autre chiffre qui est important, 74% de notre population est contractuelle. Tous les soldats sont contractuels, une très très grande partie des sous-officiers et une partie d'officiers aussi, puisque seuls les Saint-Cyriens sont d'actifs en rentrant dans leur carrière. Donc voilà un petit peu la physionomie de notre armée de terre. Nos militaires du rang, en moyenne, ils restent 7 ans chez nous. En 7 ans, ils ont moins de 30 ans et ils doivent trouver un autre job où ils ont 32, 33 ans. Voilà un petit peu les premiers éléments. Un métier total, bon, vous l'avez bien compris, on l'a vu dans les 2 messages, un métier qui engage, mais pas qu'au combat. Un métier total, c'est, comme ça a été dit, c'est aussi la mobilité. Je pense qu'il faut bien comprendre ce métier à part. Dans le secteur marchand, il y a aussi de la mobilité. On n'est pas les seuls. Mais on doit se comparer à ce qui peut être comparé. C'est le reste de la fonction publique, que ce soit les corps en uniforme ou la fonction publique classique. Cette mobilité dans l'armée de terre, c'est pour moi 14 000 hommes et femmes qui sont mobiles tous les ans. Donc c'est un turnover qui est quand même très important. L'absence aussi, ce métier total. Aujourd'hui, un quart de la force opérationnelle terrestre fait plus de 150 jours absent de sa famille, de sa garnison. Donc voilà un petit peu quelques chiffres pour vous montrer un petit peu cet engagement très particulier. Et un autre point qui est très intéressant, ça rejoint aussi ce qui a été dit, c'est le dernier rapport du Haut Comité d'évaluation de la condition militaire qui le dit. Aujourd'hui, un ménage de militaire, ses revenus, c'est 17% en moins que les revenus d'un ménage de la fonction publique. Voilà, donc on a vraiment aujourd'hui une synthèse qui est très claire, un décalage de revenus pour la famille de militaires par rapport à des familles de fonctionnaires, puisqu'on compare ce qui doit être comparé. Dans nos rangs, bien sûr, métier total, j'aime pas trop employer tous ces chiffres-là sur les blessés, les morts, parce que on doit s'en occuper personnellement, mais c'est important de le dire. On a, comme ça a été dit, il y a des blessés psychologiques. On en a à peu près 670 dans nos rangs, ou qu'on a aidé à reconvertir, mais qu'on suit toujours,
Donc c'est un chiffre qui est très important et qui est en augmentation depuis quelques années, dû notamment au dernier engagement qui a été très rude, c'est la République de Centrafrique, où nos jeunes ont vu des choses extrêmement dures. Nos jeunes et moins jeunes, d'ailleurs. Et pour simplement insister là-dessus, ça touche tous les grades. Ce n'est pas une affaire de soldats, c'est une affaire de soldats génériques, ça touche les militaires-durant, les sous-officiers et les officiers, quel que soit leur grade. Voilà, donc tout ça veut dire qu'il y a besoin de reconnaissance, bien évidemment, de la nation pour ce métier très particulier que nous faisons. Alors le dernier point, un métier à part, est très singulier. Et la difficulté, c'est bien sûr la reconversion. On a des tas de métiers, à peu près 400 métiers dans l'armée de terre, mais qui ne sont pas tous connus et reconnus dans le secteur civil. Donc on a un très gros travail de certification professionnelle pour que la transition, vous avez compris qu'on est quasiment tous contractuels, 74%, il faut aider nos jeunes et moins jeunes, hommes et femmes, à se reconvertir. Et pour ça, il faut qu'on leur donne des certificats professionnels en plus grand nombre pour que, plus naturellement, les entreprises, alors qu'il y a un fonds qui est très bon, les reconnaissent et puissent les récupérer. Bon, ça, c'est un sujet vraiment d'avenir. Et pour compenser tout ça, on a un système qui existe aujourd'hui, qui s'appelle les retraites et les pensions, des retraites à jouissance immédiate ou à jouissance différée, pour la partie, je dirais, contractuelle, et puis les retraites quand quelqu'un, comme certains d'entre nous ici dans la salle, ont fait une carrière complète et touchent donc une retraite. Et ces deux systèmes sont liés intrinsèquement, et je terminerai là-dessus, sur un besoin opérationnel. Si vous avez une armée de terre que d'engagés, de gens de carrière, dans 10-15 ans, vous aurez des soldats qui auront 45 ans. Bon, c'est tout simplement impossible. Nos armées étrangères, nos amis, par exemple les Belges, ont des soldats de carrière. Et on voit dans les rues de Bruxelles, on a vu il n'y a pas très très longtemps, vous voyez des soldats qui ont 40-45 ans. Bon, ce n'est pas raisonnable pour une armée professionnelle. L'aguerrissement, c'est une affaire de jeunesse aussi. Voilà ce que je voulais dire. Donc tout ça, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que notre besoin, il est d'abord opérationnel. Si on veut une armée, ça a un coût, mais ça a un prix. C'est le prix de la paix, bien évidemment. Et le coût, il faut y dépenser quelques deniers. Merci beaucoup.